Bienvenue dans cette première vidéo YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va monter un tableau de bord dans Power BI. Ce que je te conseille, c'est de me suivre en même temps. Tu peux récupérer l'ensemble des fichiers que l'on va utiliser dans cette vidéo en description. Allez, c'est parti! Nous voilà donc dans Power BI. Avant de commencer, ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble les fichiers que l'on a à notre disposition. Donc, c'est des fichiers Excel. On a donc tous nos mois et le fichier se présente de cette manière. Donc, en fait, toutes les données sont en colonnes. C'est un fichier pas forcément très propre parce que tu vois, il y a des lignes qui sont vides, des colonnes qui sont vides. On retrouve voilà, les quantités, le prix unitaire, etc. Problématique de ce fichier, c'est qu'on connaît effectivement le code produit, mais on ne connaît pas sa désignation. En fait, la désignation se trouve dans un autre fichier Excel qui s'appelle code et désignation. C'est en fait un mapping qui fait matcher le code et la désignation. Et je te vois venir, tu vas me dire oui, Alex, on fait une recherche V. Je vais te dire oui, c'est bien, tu peux le faire, mais tu vas devoir le faire sur les 12 fichiers. Et donc moi justement dans cette vidéo, je vais te montrer comment on peut faire, mais dans Power BI. Maintenant que l'on connaît nos fichiers, on va créer notre architecture dossier. C'est hyper important d'avoir une belle architecture dossier et fichier dès le début, parce que ça va te permettre voilà, de construire tes rapports de manière plus efficace et de t'y retrouver. Donc trouve un endroit sur ton local ou ton réseau où tu vas pouvoir stocker cette donnée et tu vas pouvoir créer un premier dossier qui va s'appeler 01 Input Data. C'est en fait le fichier qui va te permettre de stocker l'intégralité de tes données brutes. On va créer un deuxième dossier qui va s'appeler rapport tout court. Et en fait, celui-là va te permettre de stocker tous tes rapports Power BI. Un troisième dossier, celui-là est optionnel, mais il pourra nous servir. On va l'appeler Output Data. Et en fait, celui-là va te permettre de stocker tous tes fichiers de sortie provenant de tes rapports. Donc ça peut être par exemple des PDF. Une fois que tu as ta structure générale, comme je te l'avais dit, dans Input Data, on va stocker, aujourd'hui les stocks, mais peut-être que demain, on aura à stocker des extractions de nos ventes. Donc on va créer un fichier spécifique qui va s'appeler 01 stock. On va donc y déposer l'ensemble de nos fichiers Excel. Il nous reste le fichier code et désignation. On le met également dans Input Data, mais ce fichier code et désignation, il a une particularité par sa structure. En fait, on peut appeler ça de la métadonnée. La métadonnée, c'est des données qui vont te permettre d'interpréter d'autres données. En l'occurrence, ce fichier va te permettre d'interpréter le code produit qu'il y a dans ton fichier stock. En fait, c'est un mapping, mais on peut appeler ça aussi metadata. Donc ce que je te conseille, c'est de créer un dossier pour ce fichier. On va l'appeler par exemple metadata. Donc maintenant que ta structure générale de dossier est prête, on va s'attaquer au nom de fichier. Comme tu le vois, le nom de fichier ici, il est plutôt approximatif. J'entends par là, fin janvier, c'est pas assez précis et c'est pas exploitable par Power BI. En fait, tu peux aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre fin janvier, tu vas plutôt écrire une date. Et tu vas pas l'écrire de n'importe quelle manière, cette date. Tu vas l'écrire sous un format date, année, mois, jour. Ce qui donne pour fin janvier 2020, 01 pour le mois et 31 pour la date de fin de mois. Et tu vas faire ça pour tous les fichiers. Donc là, je vais le faire et on se retrouve tout de suite après. Voilà, les fichiers sont désormais renommés. L'avantage, c'est qu'ils sont maintenant triés par ordre croissant. Et ce dossier va te permettre aussi de stocker la donnée sur 2021, 2022, etc. Et ça pourra alimenter directement ton tableau de bord. Donc on retourne tout de suite dans Power BI. On va donc aller chercher notre dossier stock. On va cliquer sur Obtenir les données. Fonctionnalité dossier. Se connecter. On va aller chercher le chemin spécifique. OK. Il ouvre une première fenêtre pour nous indiquer ce qu'il a trouvé dans le dossier. Ici, c'est l'ensemble de nos fichiers stock. Et on va faire combiner et charger. Il nous ouvre une deuxième fenêtre concernant l'option de combinaison.
Première suggestion avec détection de table et autre suggestion sans détection de table. Ce que je te conseille, c'est de tester les deux et de prendre le meilleur. C'est-à-dire savoir si tu n'as pas supprimé de ligne, etc. Si tu as un doute, tu prends la première option. Voilà, l'ensemble du dossier est chargé dans Power BI, tu le retrouves tout à droite, et tu vois que les colonnes sont pas super explicites. Tu sais pas trop ce qu'il y a derrière, et tu vas pas pouvoir construire ton tableau de bord comme ça. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va la rentrer dans Power Query. Alors ici, cette interface, c'est Power BI, tu vas plus gérer l'aspect visualisation. Tandis que dans Power Query, c'est plus le retraitement de données en arrière-plan. Donc tu vas cliquer sur la table, clic droit, modifier la requête, et ici, nous sommes dans l'éditeur Power Query. Le premier step quand tu abordes un fichier, c'est de checker la qualité de la donnée. Power Query intègre un indicateur qui se trouve juste en dessous des en-têtes. Il est colorié ici vert quand la donnée est valide, noir quand la donnée est vide, et rouge quand il y a des erreurs. Tu peux aussi placer ta souris dessus pour qu'il t'affiche plus de détails. Je t'invite donc à parcourir les différentes colonnes et à détecter la qualité de la donnée. Ce que l'on voit dans ce fichier, c'est que ces deux colonnes, sont clairement vides. Et les autres sont globalement valides, mais comportent du vide. Maintenant que l'on a regardé la qualité de la donnée, on va exploiter notre colonne date. Alors tu te rappelles, tout à l'heure, je t'ai dit, le fichier, il a un nom qui n'est pas assez précis, et on peut exploiter davantage. Et tu vas comprendre maintenant. Tu te mets sur la colonne Source Name. L'objectif ici, c'est de récupérer la date. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fractionner la colonne. Tu fais fractionner la colonne selon les transitions de non-chiffre à chiffre. Il va te faire un premier split en enlevant stock. Tu peux ici réaliser la même chose. Tu te remets sur Source Name 2, fractionner la colonne selon les transitions de chiffre à non-chiffre, et dans ce cas, il va enlever XLSX, mais tu peux faire aussi autrement. Alors quand tu traites de la donnée, il y a plusieurs chemins. Il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais chemin par moment, c'est plus une histoire d'expérience et aussi de bon vouloir. Donc ici, je vais te proposer une autre fonctionnalité qui permet d'extraire la date, c'est tout simplement de faire clic droit, remplacer les valeurs, .xlsx, remplacé par rien du tout. Et tu vois, on a extrait de la colonne uniquement la date. Maintenant que l'on a exploité toutes nos colonnes, en l'occurrence on avait uniquement la colonne date, on va commencer à supprimer les colonnes inutiles ou vides. Donc cette colonne-là est clairement inutile, on va pouvoir la supprimer. Pour supprimer une colonne, tu fais clic droit, supprimer. Je vais supprimer également les deux dernières colonnes qui ne me servent à rien. Je t'invite à supprimer toutes les colonnes qui ne te serviront pas dans ton tableau de bord parce que du coup ça permettra d'alléger tes requêtes. Je vais supprimer aussi celle-ci qui m'indique en fait que tout mon stock est en euros. Nous savons pertinemment que le stock est en euros, donc pour moi elle n'a aucun intérêt, je la supprime. Maintenant que nos colonnes sont supprimées, on va pouvoir s'attaquer aux lignes. Donc comme tu le vois, on a notre première ligne qui est nulle et notre en-tête se trouve en deuxième ligne. Donc dans Power BI, tu as des fonctionnalités qui te permettent de supprimer des lignes et de relever l'en-tête. Donc je vais te montrer comment on peut faire. Donc ici, on va supprimer la première ligne. Donc tu as un bouton qui s'appelle supprimer les lignes, tu cliques dessus, supprimer les lignes du haut, nombre de lignes 1, OK. Maintenant, deuxième étape, relever cette ligne-là en en-tête. Comment tu fais? Tu cliques ici sur utiliser la première ligne pour en-tête. Et voilà, tu as passé donc la ligne qui était en en-tête dans ton fichier Excel en en-tête dans Power Query. Mais à vrai dire, c'est pas la meilleure façon. Du moins, on peut faire autrement et à terme peut-être éviter des problèmes. Donc ce que je te conseille, c'est de revenir en arrière et je vais te montrer une autre façon de faire. Pour revenir en arrière, c'est très simple. En fait, tout ce que tu fais ici, ça s'écrit dans étapes appliquées et tu vas pouvoir faire la petite croix pour revenir en arrière sur nos étapes. Donc nous, on va revenir à colonne supprimée. Pour le moment, les lignes, on les laisse de côté
et on va renommer nos entêtes de colonne. Donc on va l'appeler la première date, code. Alors tu vois que moi je mets tout en majuscule, c'est pour avoir une meilleure lisibilité, ce que je peux te conseiller, mais t'es pas obligé. Une fois que nos colonnes sont renommées, on va pouvoir modifier le type de données. Donc modifier le type de données, c'est en fait, tu vois, le petit texte qui se trouve ici va t'indiquer que ta colonne est sous format texte. Tu peux cliquer dessus et il va te dérouler donc tous les formats sur lesquels tu peux le transformer. Ici, en l'occurrence, on veut que ça soit de la date, donc on va cliquer sur date. Et tu vois, là où c'était uniquement le nom de notre fichier, on a pu extraire une date. Et c'est justement avec ce format-là que tu vas pouvoir faire ensuite dans le tableau de bord des filtres. Ensuite, le code, on veut que ça reste en texte. La quantité, on veut la passer en nombre décimal. Et là, tu vois qu'il t'a généré des erreurs. Donc là, une fois que tu vois que tu as des erreurs, pourtant, je t'avais dit tout à l'heure que quand tu aurais des erreurs, il te le passerait en rouge. Et là, il ne l'a pas passé en rouge. Et dans tous les cas, quand tu aurais chargé le fichier dans Power BI, quand tu auras fait fermer et appliquer, il t'aura dit qu'il y aura des erreurs. Donc tu serais revenu dans Power Query. Et donc pour regarder l'ensemble de ces erreurs, je te conseille donc de mettre ta souris sur le petit indicateur de qualité, faire les 3 petits points, et tu peux faire conserver les erreurs. En fait, il va appliquer un filtre sur les erreurs, tout simplement. Ah, et tu vois, ça y est, il est passé en rouge. De quoi sont dues ces erreurs? En fait, c'est très simple. Ça t'a généré une erreur parce qu'en fait, à chaque fois, c'était tes entêtes. Donc forcément, il y avait marqué quantité. Quand tu as voulu le passer en nombre décimal, il a détecté que c'était du texte et il n'a pas pu le passer en nombre décimal. Donc il génère une erreur. Donc clairement, ça, c'est des lignes qu'on va pouvoir supprimer. Donc, tu reviens en arrière et on va supprimer les erreurs. Donc là, c'est bon. Tu vois, il t'a mis un petit bout de rouge comme quoi il te dit, voilà, il y a 8 erreurs. Donc pour supprimer les erreurs, tu peux te mettre toujours sur ton indicateur qualité, faire les 3 petits points et faire supprimer les erreurs. Ou tu peux aussi aller dans supprimer les lignes, supprimer les erreurs. Voilà, on a désormais supprimé les erreurs. Donc là on continue, on balaye toute notre colonne. Ici pareil, on veut que ça soit du nombre décimal. Ici on veut que ça reste du texte. Ici du texte aussi, texte, texte. Donc tu t'aperçois qu'il reste une ligne vide ici qui ne va pas nous servir et que l'on va pouvoir supprimer. On va filtrer les nuls, on va regarder pourquoi ils sont nuls et en quoi ils sont nuls, et ensuite on va les supprimer. Donc pour filtrer les nuls, c'est très simple. Tu fais filtre textuel est égal à nul. Et là, il te sort tous les nuls. Et donc en fait, voilà, ils sont nuls parce que clairement, il n'y a rien du tout. Donc maintenant que tu es rassuré là-dessus, tu vas pouvoir supprimer tes lignes vides. Pour supprimer tes lignes vides, super simple, tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu fais toujours un filtre textuel, mais au lieu de faire égal à nul, tu fais n'est pas égal à nul. Et différent de nul. Voilà. Désormais, tu n'as plus de vide ni d'erreur. On va pouvoir commencer à ajouter des colonnes. On l'a vu tout à l'heure, dans notre fichier, il nous manque la désignation du produit. Et je t'avais dit, oui, je vais te montrer l'équivalent de la recherche V dans Power BI. Et c'est maintenant. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, premièrement, la désignation du produit. Donc c'est-à-dire aller chercher le fichier Excel. Donc là, cette fois, tu fais nouvelle source, fichier Excel, qui se trouve donc dans Input Data, Metadata, Code et désignation. Donc en fait, tu vois qu'il te génère une deuxième requête. Ici, tu as la première avec nos stocks et la deuxième, code et désignation. Exactement la même étape, on check la qualité, on supprime, on renomme les colonnes, on supprime les lignes vides, etc., etc. Donc on se retrouve tout de suite après, une fois que c'est fait. Donc, même exemple que tout à l'heure, quand on a voulu remplacer les XLSX, ici, on a des caractères spéciaux et on a envie de les enlever. Et donc, je te remontre comment on fait. On fait remplacer les valeurs, double dièse, et visiblement, tu fais attention, mais il y a un espace du coup entre le dièse et le 5 par exemple,
ici de 50. Donc on fait espace remplacé par rien du tout. Et voilà, du coup on a pu nettoyer et enlever ces caractères spéciaux. Voilà, je pense que notre mapping est désormais propre et on peut retourner donc dans la requête stock. La recherche V dans Power Query, ça s'appelle fusion des requêtes. C'est ce que tu retrouves ici. Quand tu veux fusionner deux tables, il faut déjà premièrement trouver ta clé commune. Donc la clé commune, tu le sais, c'est code. Tu le retrouves ici et tu le retrouves aussi ici. Avant d'opérer des fusions, il faut t'assurer que ta clé commune soit cohérente. C'est ce qu'on appelle de la data consistency. Il va falloir s'assurer qu'il n'y ait pas d'espace entre ces codes. Parce qu'en fait, des fois, il peut se loger un espace, par exemple ici, sur ATVMZ, dans le mapping, alors que dans stock, eh ben, tu as ATVMZ, mais sans espace, ou avec double espace, par exemple. Ça peut arriver. Donc ce que je te conseille de faire, c'est en fait de supprimer les espaces. Donc pour supprimer les espaces, c'est pareil, il y a plusieurs façons de faire. Tu as la première façon de faire qui est toujours, comme ce que je t'ai montré, remplacer les valeurs, bah, tout simplement tu fais espace par rien du tout. Ou tu as aussi la fonction clic droit, transformer, supprimer les espaces. Donc nous on va faire celle-ci. Et tu le fais évidemment de chaque côté. Voilà. Maintenant que ta clé commune est propre, tu vas pouvoir fusionner les requêtes. Donc tu te places sur ta première requête, tu fais fusionner des requêtes, il t'ouvre la fenêtre donc de fusion, tu as ta première table ici, tu viens charger donc du coup la deuxième table, là où tu vas récupérer ta désignation, et tu viens sélectionner ta clé commune, donc c'est code. Voilà. La type de jointure, elle est par défaut en externe gauche, qui veut dire qu'en gros, il va te prendre toutes les données de ta première table qui matchent avec la deuxième. Donc, par défaut, elle est comme ça. Aujourd'hui, je ne vais pas détailler les différents types de jointures. Il y a pas mal de ressources sur YouTube qui peut t'expliquer ça. On prend externe gauche. OK. Ici, il t'a donc concaténé donc toute ta désignation avec ton code. Tu vas cliquer ici sur développer et tu vas sélectionner uniquement ta désignation. Tu peux décocher aussi utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe. Il est coché par défaut, mais en réalité, il n'a pas d'intérêt, en tout cas ici. Voilà, et tu as désormais récupéré toutes tes désignations sur tes codes. Maintenant, on va regarder pour ajouter une colonne personnalisée, parce qu'en fait, on voit dans le fichier qu'on a les quantités et le prix unitaire, mais on n'a pas la valorisation du stock à la ligne. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va créer donc une colonne calculée. Pour ce faire, tu cliques sur ajouter une colonne personnalisée. Ici, tu vas mettre le nom de ta colonne, donc nous on va l'appeler somme par exemple. Et tout simplement, tu double-cliques sur quantité, multiplié par le prix unitaire. OK. Et là, tout à droite, il t'a créé une colonne somme, et c'est donc une colonne calculée. Donc là, je parcours un peu la désignation des familles, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de familles, et j'aimerais bien créer un agrégat. Donc, j'ai vu qu'il y avait poulet en désignation de famille. J'ai vu aussi qu'il y avait volaille, tu vois, il y a volaille. Et je crois avoir vu aussi bœuf. Voilà, ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une colonne conditionnelle pour agréger ces données. Donc, pour créer une colonne conditionnelle, très simple, tu as ici, toujours dans ajouter une colonne conditionnelle. Tu vas toujours mettre ici le nom de ta colonne. Donc nous, on va l'appeler agrégat famille. Et on va lui mettre les conditions. Et en gros, on va lui dire si désignation famille est égale à poulet, par exemple, alors on veut que ça devienne viande. On ajoute une clause. Si désignation famille est égale à, on avait vu qu'il y avait aussi volaille, alors on veut que ça soit viande. On ajoute encore une clause, on a vu qu'il y avait aussi bœuf. Donc idem égale à bœuf.
alors viande. Ce qui va nous permettre en fait de regrouper du coup ces 3 catégories en une seule. Et pour les autres, on fait sélectionner une colonne et du coup par défaut, ça sera la désignation de famille. Voilà, donc notre base est enfin terminée. Il ne te reste plus qu'à faire fichier, fermer et appliquer. Et voilà, il t'a rechargé donc du coup tout ton dossier dans Power BI et tu vois que le nom de tes colonnes a changé. Et là, tu vas pouvoir commencer à créer le tableau de bord. N'oublie pas d'enregistrer ton rapport à l'endroit prévu. Tu te rappelles, on avait créé un dossier spécifique pour ça qui s'appelait rapport. Donc je t'invite à l'enregistrer. Donc on commence par faire un filtre avec nos dates. Pour ça, tu sélectionnes le champ date, tu le mets dedans, tu cliques sur segment. Et ici, tu vois, il te propose le filtre par année avec les trimestres, les mois, etc. Donc nous, ça ne nous intéresse pas, on veut uniquement les mois. Donc tu vas shooter année, trimestre et les jours. Ok, maintenant qu'on a notre liste de mois, on veut une liste déroulante. Donc pour faire la liste déroulante, c'est très simple, tu cliques sur la petite flèche ici et tu cliques sur liste déroulante. Ok, donc maintenant qu'on a notre filtre de date, on va pouvoir insérer des cartes. Donc, on va mettre une carte. Et on va se mettre la somme de nos stocks. Ah, et là tu vois, il y a un problème. Visiblement, si tu regardes bien, l'ensemble de nos colonnes qui étaient en décimale, elles ont à chaque fois un signe somme. Et tu vois, ici, dans notre champ, on ne l'a pas. Donc du coup, on va modifier la requête. Et on va modifier donc le type de la colonne. Donc on fait fermer et appliquer. On le laisse mouliner. Ok, donc ça du coup, on peut enlever le champ de notre visuel pour le réinitialiser. Et donc tu vois que le signe somme c'est bien mis, donc on va pouvoir le remettre. Hop, voilà, super. Et donc par exemple, si on veut nos stocks de mars, les stocks de mars sont affichés. Donc maintenant, on va personnaliser un peu le visuel. Tout l'aspect visualisation se fait à travers ce volet format. Tu vas dans étiquette de données et tu vas pouvoir modifier la couleur. Donc nous, on va mettre un genre de gris foncé. Unité d'affichage, on va mettre en milliers. Le nombre de décimales, on va le mettre à 0. Et on va diminuer un peu la taille du texte, 40. Et on va laisser la famille de police DIN, qui je trouve est plutôt sympa. En revanche, on va enlever la somme de la catégorie. Donc la somme de la catégorie, tu peux la modifier. Tu peux la modifier en fait directement ici, dans champ. Admettons que tu vas y laisser, tu vois. Tu peux par exemple mettre ici stock par exemple. Et tu vois, ça change. Mais nous, on va pas le mettre. Donc du coup, on va le désactiver. Hop. Et on va plutôt mettre un titre. Et le titre, on va mettre total stock. On va le centrer et on va mettre une taille de texte à 20. Et on va mettre en Arial. Ok, donc maintenant que tu as ton étiquette, on va pouvoir en faire des autres. Moi, je vois bien une autre étiquette ici et une autre étiquette ici, du style total stock viande et total stock boisson, par exemple. Voilà. Et entre les deux, ici, je verrai bien un peu collé sur la droite une variation du total de stock. Donc pour faire cette variation d'un mois à l'autre, par exemple, je vais ici qui m'affiche en fait la variation du mois de mars par rapport à février. Tu as dans Power BI des calculs qui sont déjà préfaits, où tu as juste à remplir les champs de valeur. Ça s'appelle ici les mesures rapides. Donc tu vas dans mesures rapides, et nous ici, ce qui va nous intéresser, c'est dans la fonction Time Intelligence, la variation d'un mois à l'autre. Donc on se met dessus. La valeur de base, forcément, c'est notre somme. Et la date, c'est la date. Le nombre de périodes, 1. On veut uniquement un mois de variation. Ok. Et donc là, il t'a créé donc une nouvelle mesure.
Donc, cette formule, ça s'appelle du DAX. Tu retrouves beaucoup de ressources sur Internet sur le DAX, et tu as notamment des chaînes YouTube comme Dataseito qui traitent plus en profondeur de ces calculs. On va renommer cette mesure avec var m m-1 et on va la mettre du coup dans notre étiquette de données. Voilà. Donc on va enlever par contre le titre. Voilà. Et tu vois qu'il nous affiche en K pourcentage, donc ça veut strictement rien dire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup modifier le visuel. Voilà, nombre décimal, on en veut 2. Tac. Et la taille du texte, on va le réduire parce qu'on va le mettre à côté. On va le mettre en 20. Et moi, j'aimerais bien le mettre voilà, un peu sur la droite de mon visuel. Un peu collé, voilà. Et donc, tu vois qu'ici, le visuel mange un peu le chiffre. Et quand tu veux rapprocher les choses comme ça et superposer, tu peux enlever l'arrière-plan. Donc c'est ce qu'on va faire, on va enlever l'arrière-plan. Donc tu vois ici, on le désactive. Et voilà, comme ça on va pouvoir coller. Ok, donc maintenant qu'on a notre variation, il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est de le passer en couleur. C'est-à-dire que par exemple, quand le pourcentage il est compris entre 0 et 100, je veux que ça s'affiche en rouge, en disant voilà, si on a plus de stock, bah, c'est pas cool. Par contre, si la variation est négative, alors c'est cool, donc du coup c'est vert. Donc pour faire ça, tu te mets sur ton visuel, tu vas dans l'onglet format, étiquette de données, et à côté de couleur, tu as FX. Et c'est ici en fait que tu vas pouvoir ajouter des règles de couleur comme dans Excel. Donc nous on va prendre mettre en forme par règle, et là on va mettre si c'est supérieur à 0 et inférieur à 1, alors c'est rouge. Donc ici, tu vois, moi j'ai les couleurs qui sont déjà prédéfinies parce que tout à l'heure je l'ai fait. Mais sinon, tu vas dans autre couleur et tu choisis ton rouge comme tu le souhaites. Donc soit tu as déjà ton code couleur en hexadécimal, sinon tu as ton code couleur RVB, sinon tu peux le choisir comme ça à la volée. Donc on a dit que c'était rouge et donc on va s'ajouter une règle et on va dire qu'en gros, si c'est donc supérieur à -1 et inférieur à 0, alors c'est vert. Donc là, on va aller charger le plus beau des verts. Et donc, tu vois, là, ça vient de passer en vert. Et par exemple, si je me mets sur un autre mois... Ah, bah, tu vois, tiens, typiquement, tu vois, là, on n'a pas prévu en compte que le mois d'août, il allait être de 265%, quoi. Donc, du coup, tu vois, la couleur, elle n'est pas passée. Donc là, on va aller modifier tout de suite ça dans nos règles. Et donc, du coup, là, on va mettre plutôt... s'il existe des trucs comme ça, au pire, tu peux mettre 5. Voilà, bon, je t'avoue que 265%, vraiment là, il faut vraiment s'inquiéter. Donc on va parcourir un peu tous les mois, comme ça au moins on sera tranquille et on va voir qu'on n'ait pas de choses exceptionnelles. Ok, c'est bien rouge, c'est bien vert, c'est bien rouge. Et le mois de décembre, c'est bien vert. Ok, top. Et donc ici, ce que je voulais faire, c'était de créer un filtre. Donc on va créer une mesure en DAX qui va nous filtrer donc la somme des stocks uniquement sur les viandes. Donc pour faire ça, tu vas faire nouvelle mesure. Et en fait, on va faire l'équivalent du SUMSI dans Excel. Donc l'équivalent du SUMSI dans Excel et du coup transposé dans Power BI, c'est le calculate sum. Donc tu tapes calculate, tu vois, il te le propose, sum. Et donc là, on va dire SUMSI, donc la somme de tous nos stocks. Tu fermes la parenthèse, virgule, et là tu viens indiquer ton filtre. Et donc le filtre, on indique SUMSI, on va reprendre notre colonne agrégat famille. C'est là, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait pris la catégorie poulet, volaille et bœuf, et on l'avait agrégé du coup dans une famille qui s'appelle viande. Et dans ce cas, on va dire agrégat famille égale viande. Voilà, donc là tu as créé ta mesure ici. Tu peux la renommer. On va donc la remplacer dans notre étiquette. Ok, super. Voilà. On va modifier le titre. On va mettre ici les boissons. Donc on va faire exactement la même chose. Donc tu te remets sur ta mesure. Malheureusement, Power BI n'intègre pas la fonction dupliquer la mesure.
Donc on va faire le bon traditionnel CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, nouvelle mesure, CTRL-V. Et donc là, tu vas pouvoir déjà renommer directement ici. Donc on va l'appeler la mesure Total Stock Boisson. Et puis du coup, au lieu de viande, bah, tu remplaces, tu mets boisson. Donc on a bien notre Total Stock Boisson pour décembre de 162 000. Maintenant, on va insérer une courbe. Voilà. Et on veut la quantité par mois. Donc on va prendre la quantité avec les dates. On enlève année, trimestre et jour. Tu vois que là, il nous affiche toujours décembre. Donc là, on se dit, mince, c'est ennuyant. Et en fait, c'est le filtre qui nous gêne. En fait, il faudrait à chaque fois défiltrer pour qu'il nous affiche tout. Et nous, on veut que la courbe ne bouge pas. Et pour modifier ça, tu te mets sur le visuel, tu vas dans Format et tu fais Modifier les interactions. T'actives et tu te places ici sur Aucun. En fait, tu as deux modes. Soit tu filtres pas. Et ensuite, tu désactives. Donc, tu recliques sur Modifier les interactions. Voilà. Et donc maintenant, par exemple, quand on va cliquer sur Mars, tu verras que la courbe ne bouge pas. On va personnaliser un peu le graphique. Donc, toujours pareil. Le principe, c'est toujours d'épurer au maximum son graphique. On va enlever l'axe des Y. On va enlever le titre de l'axe des X, parce que par exemple, mois, on sait très bien que ce sont les mois, donc on va l'enlever. Et on va modifier la couleur. Et on va s'ajouter les étiquettes de données. Donc étiquette de données, il est désactivé par défaut, on l'active. Nombre de décimales 0. La position, je veux que ça soit au-dessus. Taille du texte 8. On va rester en DIN pour les chiffres. Voilà, d'ailleurs j'ai pas fait attention, l'axe des X il était en quoi? Ségovie? Non, nous on va mettre en Arial. On va le remettre un peu plus, voilà. Donc là on a notre courbe, on va modifier le titre, on va le centrer et on va le grossir un peu. Voilà, et on va le mettre en Arial. Ok, donc là on a notre courbe. Maintenant qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un petit graphique en anneau. Allez, graphique en anneau. On veut la somme par agrégat de famille. Donc tu vois, c'est vite le bordel, hein. Honnêtement, le graphique en anneau, c'est pas le graphique à utiliser si tu veux afficher plusieurs catégories. Du moins, pas au-dessus de 5. On va faire un top 5. Donc pour faire un top 5, c'est très simple. Tu vas dans agrégat famille, dans la sélection filtre. Tu fais n premier. Tu reprends somme. Tu le mets ici par valeur. Et ici, tu mets 5 pour top 5. Appliquer le filtre. Et là, il t'a sorti uniquement les top 5. Donc on va épurer un peu le graphique. On va se mettre un autre graphique. On va se faire un petit histogramme groupé. Tac, tac, tac. Comme ça, ça va venir boucher le trou ici. Ok. Et donc, on va se prendre les quantités par désignation. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer uniquement sur les boissons et les désignations qui contiennent uniquement Coca. Filtre avancé contient Coca. Ce qui va nous permettre d'avoir un focus, admettons, sur cette catégorie de stock. Et donc toujours le même principe, on va épurer au maximum le graphique. Voilà, notre tableau de bord est désormais terminé. Le
Le design n'est pas forcément oufissime, mais il a le mérite d'être fonctionnel, c'est-à-dire qu'il est aussi interactif. Quand vous allez cliquer sur boisson, il va vous afficher la variation à l'année des boissons. Si vous allez focus par exemple sur la quantité par désignation au niveau des coca, donc par exemple vous allez cliquer sur la première catégorie, pareil, il va vous afficher la variation également et vous allez pouvoir donc forcément jouer sur les mois et bouger. Voilà, la vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne et mets-moi en commentaire si tu aimerais que je traite d'autres sujets plus particuliers sur Power BI. Allez, ciao ciao!